Bonjour et bonne année à tous, en espérant que vous avez passé d'excellentes fêtes. Au sommaire de ce tout nouveau numéro du Journal des Sciences, un El Niño d'exception, une langue de caméléon montée sur ressort, l'épigénétique des fourmis charpentières et enfin les microbes de l'homme des glaces. Si la météo mondiale a été particulièrement bouleversée ces dernières semaines, il faut en rechercher les causes dans l'exceptionnel phénomène El Niño qui se déroule actuellement. El Niño, c'est cette perturbation que l'on observe tous les 3 à 7 ans dans l'océan Pacifique. Il consiste en l'apparition de températures anormalement élevées dans les eaux situées au large du Pérou et de l'Équateur. Or, l'épisode actuel ne fléchit pas. Avec des anomalies de température dépassant les 4 degrés, il pourrait égaler, voire dépasser, l'épisode historique qui avait été observé en 1997 et 1998. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les récentes images réalisées par le satellite Jason 2 avec celles produites il y a 18 ans par Topex Poséidon. Étroitement lié à la circulation atmosphérique, El Niño s'accompagne de nombreuses perturbations météorologiques à l'échelle de la planète. Un excédent de pluie sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, dans le centre et le nord de l'Argentine, dans le sud du Brésil, en Uruguay, en Afrique de l'Est, il est la cause majeure des intempéries que viennent de connaître les États-Unis. Il s'accompagne également d'un déficit de pluie en Australie orientale, en Indonésie, en Inde, dans le sud-est de l'Afrique, dans les Caraïbes et au nord-est du Brésil. Pour autant, El Niño n'explique pas tout. Dans les régions qui ne touchent pas directement le Pacifique, comme l'Europe, la péninsule arabique ou la Russie, les liens avec El Niño sont moins directs et plus complexes. Il reste que dans un contexte général favorable aux anomalies chaudes, les prévisions convergent également vers un scénario plus chaud que la normale sur le vieux continent. À noter que le phénomène ne devrait pas diminuer avant quelques semaines. Le caméléon possède des facultés étonnantes, une couleur changeante, des yeux mobiles indépendants et une langue protractile lui permettant d'attraper ses proies à distance. C'est cette dernière caractéristique qui a intéressé le biologiste Christopher Anderson de l'université Brown aux États-Unis. La langue du caméléon est remarquable par sa taille, qui peut dépasser la longueur du corps de l'animal, mais aussi par sa rapidité. Et pour éprouver ses performances, le chercheur a mis au point un dispositif permettant de filmer à 3000 images par seconde une vingtaine d'espèces en action. À cet exercice, les caméléons les plus performants se sont révélés être les plus petits. Chez ces derniers, l'accélération atteint jusqu'à 264 fois celui de l'accélération due à la gravité. Concrètement, la langue peut atteindre la vitesse de 100 km/h en moins d'1 centième de seconde. Il faut ainsi moins de 20 millisecondes à l'animal pour se saisir d'une proie. Pour parvenir à une telle rapidité, la puissance du muscle ne fait pas tout. Le caméléon compresse sa langue avant d'attaquer, emmagasinant ainsi une grande quantité d'énergie sous forme élastique. Il n'en demeure pas moins que, toute proportion gardée, la langue du caméléon est le muscle le plus performant et le plus rapide de tous les vertébrés. Comme la plupart des insectes sociaux, les fourmis charpentières de Floride sont organisées en castes. Les ouvrières sont ainsi divisées en 2 grandes catégories, les mineures et les majeures. Les premières, qui représentent les 2 tiers des ouvrières, sont petites et se consacrent à la recherche de nourriture. Les autres sont de plus grande taille et jouent le rôle de soldats. Mais pourquoi les nouveau-nés évoluent-ils vers des formes différentes, malgré un patrimoine génétique identique? C'est une histoire d'épigénétique, affirment les chercheurs. Dans certains cas, l'expression des gènes est en effet modifiée par l'environnement, par la présence de molécules dans l'atmosphère ou l'alimentation par exemple. Et c'est sans doute ce qui opère chez les fourmis. Pour s'en assurer, des biologistes britanniques ont soumis des individus ayant la forme majeure à un composé connu pour modifier l'équilibre chimique de groupes de molécules attachées aux histones, des protéines présentes dans les chromosomes. En agissant sur ces groupes, il est possible de modifier l'expression des gènes voisins. Et c'est bien ce qui se passe. Soumis à ce traitement, les fourmis soldats adoptent le comportement des fourmis mineures et se mettent à la recherche de nourriture. L'équipe montre même que si l'expérience est menée chez de jeunes individus, l'effet est durable, vraisemblablement en raison de leur plasticité cérébrale. L'épigénétique, longtemps négligée, est un domaine actuellement en plein essor, et nul doute que ces travaux viendront étayer d'autres recherches de ce type, y compris chez l'homme. Souvenez-vous d'Ötzi, cet homme vieux de 5300 ans, retrouvé en 1991 entre l'Autriche et l'Italie à plus de 3000 mètres d'altitude. Le corps momifié et les objets retrouvés à proximité
ont déjà livré de nombreux renseignements sur cet homme et sur son époque. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Science vient compléter ce portrait déjà bien fourni. Frank Mexner et ses collègues italiens ont en effet analysé le génome d'une bactérie, Helicobacter pylori, retrouvée dans l'estomac d'Ötzi. De quoi mieux comprendre non seulement son état de santé, mais également les mouvements migratoires des dernières périodes préhistoriques. La bactérie est en effet présente depuis si longtemps dans l'estomac des êtres humains qu'il est possible de suivre son évolution génétique au fil des siècles et de retrouver ses origines. Premier enseignement, la bactérie isolée dans l'estomac d'Ötzi était virulente, ce qui laisse penser que l'homme était malade peu avant sa mort. Deuxième enseignement, la souche retrouvée montre un niveau d'ascendance très élevé avec des souches indiennes préhistoriques ainsi que des souches européennes plus récentes. En revanche, elle montre peu d'ascendance avec des souches d'Afrique du Nord. Or, si l'on s'intéresse aux souches européennes modernes, l'ascendance avec ces souches africaines est beaucoup plus présente, ce qui laisse supposer que des migrations de l'Afrique vers l'Europe ont eu lieu non pas avant Ötzi, mais plus tard, durant l'âge du bronze. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.